Hello tout le monde et bienvenue dans mon bilan lecture du mois de juillet, pendant lequel j'ai lu tout ça et dont je vais vous faire un petit retour. Mais d'abord, je tiens à m'excuser pour la luminosité qui n'est pas terrible, mais vu la chaleur, je filme assez tôt dans la matinée et allumer les lampes ne donne pas une meilleure luminosité. Ça génère de la chaleur et il fait déjà assez chaud comme ça. Et ensuite, je vois dans le retour de la caméra, j'ai changé de lunettes. Je sais pas si je garde ce modèle-là ou si je reviens au modèle ancien. J'ai un peu l'impression que ce modèle-ci me donne un côté un peu Jean-Pierre Coff, pour ceux qui ont la référence. Et voilà, je ne sais pas, j'hésite. Et en tout cas, c'est parti pour ma pile à lire. Alors, est-ce que je vais rester dans cette pièce-ci ou est-ce que je vais aller dans une pièce un peu plus fraîche? Je ne sais pas non plus. On va voir, on va improviser et on va y aller au fur et à mesure. Et en tout cas, c'est parti! J'ai lu Abyss de C.S. Quill, le tome 1, qui m'a énormément plu. Je pensais qu'il y aurait pas mal de smut. Non, il y a quelques petites scènes, mais ça reste très léger. C'est davantage une histoire de piraterie des temps modernes qui est vraiment super intéressante. Il y a un tome 2 que j'ai acheté, que j'ai pas encore commencé, où on continuera de suivre les aventures de Joséphine, qui se retrouve malgré elle embarquée avec cette bande de pirates dans le vol d'un objet. Je vais pas vous spoiler, je vais simplement vous lire la 4e de couverture. Joséphine Westbrook excelle dans l'art du vol. Elle navigue dans l'ombre, se glissant de ville en ville pour exécuter des contrats toujours plus audacieux. Mais lorsqu'elle s'attaque au port de la Nouvelle-Orléans, ce qui devait être un simple larcin prend une tournure imprévisible. Vance Rackham, propriétaire des lieux et homme d'affaires aussi charismatique que dangereux, se révèle être un adversaire bien plus redoutable que prévu. Mystérieux et impitoyable, il lui impose un ultimatum, dérober un objet pour son compte ou mourir. Prise au piège, Joséphine plonge dans un univers où chaque choix devient un risque, chaque regard d'une énigme. Entre tension et faux-semblants, Vance et elle s'engagent dans une course contre le danger et contre eux-mêmes. Dans cet océan de secrets et de trahison, le moindre faux pas pourrait leur coûter bien plus qu'ils n'imaginent. Le livre fait un peu plus de 700 pages, donc je me suis dit « Ouh là là, dans quoi est-ce que je me lance ?» Et au final, j'ai vraiment pas vu les pages passer. À chaque fois que je finissais un chapitre, je me disais vivement le suivant, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. C'est très rythmé on voit pas l'intrigue passer et on peut pas se deviner, on ne peut pas deviner comment ça va se terminer. Donc je vous le conseille grandement et il est passé pas mal sur les réseaux sociaux en ce moment, celui-là. Je ne cours plus qu'après mes rêves de Bruno Combe. Alors lui m'a pas plu du tout. D'ailleurs je l'ai pas terminé, je l'ai DNF et je compte pas le terminer. Ça raconte la rencontre de 3 personnes, de 3 femmes avec 3 parcours différents. Mais j'ai trouvé ça lent. Je me suis arrêtée à peu près à la moitié et c'est seulement à la moitié qu'elles se rencontrent toutes les 3. Il y a cet enchaînement, donc un chapitre, un personnage, et donc à chaque fois on alterne, et ça c'est un processus littéraire avec lequel je suis habituée et qui me plaît, et qui d'habitude donne un peu de dynamique au récit. Ici j'ai trouvé que c'était pas le cas du tout, en gros si je devais résumer la première partie du livre, c'est un petit peu l'histoire de chacune, mais qu'on retrouve sur la 4e de couverture, et elles se rencontrent. Mais je me dis, la moitié d'un livre pour juste mettre en place les bases de l'histoire, c'est beaucoup trop long. Et ça m'a pas plu du tout. Je vous lis la 4e de couverture. À 18 ans, Louane rêve de prendre le large, mais lorsqu'elle échoue au bac, ses espoirs s'envolent jusqu'au jour où... Lorraine, 39 ans, mène une carrière brillante, elle cherche le bonheur, mais prend la fuite dès qu'il approche jusqu'au jour où... Louise, à la retraite, se retrouve veuve et seule pour la première fois de sa vie. Elle se dit que l'avenir n'a plus de cadeaux à lui faire jusqu'au jour où 3 femmes, 3 générations, un point commun. Elles ne veulent plus renoncer à leurs rêves et l'aventure qu'elles s'apprêtent à partager va les changer à jamais. Et lu comme ça, la 4e de couverture me faisait super envie. Quand j'ai commencé à le lire, j'avais envie de continuer puisque le personnage de Louise, donc la dame retraitée, se retrouve placée dans une institution parce qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer et c'est quelque chose qui fait écho chez moi. Je pense que je vous l'avais dit déjà dans un précédent bilan lecture. Ma grand-mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc je me suis dit comment ce personnage va évoluer, qu'est-ce qui va se mettre en place autour d'elle. Mais malgré ça, j'ai pas accroché du tout. Et je vous dis, la première moitié du livre peut se résumer à ça, à Louane qui a raté son bac, qui se retrouve à travailler dans l'institution dans laquelle Louise est placée. Louise a fini par être placée par sa famille, et Lorraine, elle, décide de prendre quelques jours de congé par rapport à son travail où elle est un peu surmenée. Et puis les 3 personnages se rencontrent dans un aéroport.
Je vous spoile pas particulièrement, et en même temps je vous en raconte pas non plus tellement par rapport à un de mes livres à 150 pages, non à peu près 200 même, 200 pages que j'ai déjà lu. Donc ce livre-là, non, je vous le conseille pas. J'ai lu Le Chapardeur de cœur de Melinda Mates, qui est, à mon sens, une lecture parfaite pour l'été. C'est léger, c'est drôle, il y a une légère histoire de romance, et tout tourne autour d'un des personnages principaux qui est un chat, comme on le voit sur la couverture, qui s'appelle MacGyver et qui porte vraiment très bien son nom. Il crée une quantité de situations cocasses, hilarantes, et qui rend l'histoire drôle et qui lie en fait tous les personnages entre eux. Tous les rebondissements viennent de ce que fait ce chat qui a un côté très chapardeur, et donc le roman porte très bien son nom. Sur la 4e de couverture, on peut lire « Notre mission pour MacGyver, le Cupidon félin. Après avoir aidé sa maîtresse Jamie à trouver l'amour, il repère un nouveau cœur en détresse, celui de Briony, sa cousine. Cat-sitter qui tombe à pic pour prendre soin de Mac pendant le voyage de noces de ses maîtres, la jeune femme est encore bouleversée. La veille, elle s'est enfuie, abandonnant son fiancé devant l'hôtel. Il lui faut désormais gérer les escapades de l'intrépide Matou, toujours prompt à s'échapper de storybook courtes. Celui-ci a pris l'habitude de se rendre au jardin, une résidence pour personnes âgées dirigée par Nate, célibataire entièrement dévoué à son travail. Oui, parce qu'en fait, avant celui-là, il y avait un premier tome que je n'ai pas lu et dont je ne connais pas le titre, mais ça ne gêne pas particulièrement la lecture de ce livre-ci. Il n'y a pas de rappel du tome précédent, si ce n'est voilà le fait que la maîtresse de MacGyver part en voyage de noces. Mais ça fait quelques lignes et ça n'intervient pas dans le roman, enfin dans la suite de cette histoire-ci. Donc je vous le conseille vraiment comme lecture cosy, lecture tranquille sur la plage ou dans votre jardin cet été. J'ai lu Né sous une bonne étoile de Aurélie Vallogne. Alors j'ai déjà lu énormément de romans d'Aurélie Vallogne. Je vous en ai parlé dans mes précédents bilans lecture. C'est une autrice que j'ai découvert très récemment et dont j'adore le style d'écriture, j'adore sa plume. Même si elle aborde des sujets qui sont parfois un peu graves, ça reste une façon de l'aborder qui est assez légère et pleine d'optimisme et de légèreté. Et c'est encore le cas dans ce roman-ci qui parle d'un élève confronté à des difficultés scolaires. C'est un petit peu tout son parcours scolaire parsemé d'embûches. Je vous lis la 4e de couverture. À l'école, il y a les bons élèves et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour. Le garçon aimerait rapporter de bonnes notes à sa mère, mais ce sont surtout les convocations du directeur qu'il collectionne. Pourtant, Gustave est travailleur. Il passe plus de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades, mais contrairement à eux ou à Joséphine, sa sœur pain-bêche et première de la classe, les leçons ne rentrent pas. Pire, certains professeurs commencent à le prendre en grippe. À force d'entendre qu'il est un cancre, Gustave finit par s'en convaincre, sans imaginer qu'une rencontre peut parfois changer le cours des choses. Je l'ai dévoré, je l'ai adoré, et ça a fait écho un peu à ce que moi je vis dans le cadre de mon travail, puisque je travaille avec des enfants, et je rencontre parfois des enfants comme Gustave, donc ce livre, je l'ai trouvé particulièrement bien écrit et ancré dans la réalité. Donc je vous le conseille énormément, et sans vous spoiler, ça finit bien. Comme souvent les romans d'Aurélie Vallogne, comme je vous disais, ça reste optimiste et plein de bonne humeur et plein de douceur. J'ai lu Le Salon enchanté de Camille Collodin, qui est un livre un peu particulier puisque c'est un livre dont on est soi-même le personnage principal. À chaque fin de chapitre, il y a un choix à faire qui nous renvoie vers un chapitre différent en fonction du choix qu'on a fait. Ce qui fait que c'est un livre qu'on peut lire plusieurs fois, l'histoire change à chaque fois. Et il se pourrait bien que celui-là, effectivement, je le relise, puisque je ne relis jamais les livres que j'ai déjà lus. Mais étant donné qu'ici, l'histoire varie en fonction des choix faits, je pense que je vais le relire et voir comment il se termine en fonction des choix différents que je pourrais faire. Et donc je vous le conseille, ça porte très bien son nom, c'est une lecture toute cosy, c'est m'y vivez une aventure cosy, et c'est vraiment ça. Une aventure cosy, ça se lit super rapidement, je pense que je l'ai lu en une soirée. Le livre, ça sert à rien que je vous dise le nombre de pages qu'il fait, puisque en fonction des choix que vous faites, vous n'allez pas lire toutes les pages, vous n'allez pas lire tout le livre. Et c'est super agréable, ça je vous l'ai déjà dit. Je vous lis la 4e de couverture. Un joli matin de printemps, vous découvrez une théière et un livre sur le thé dans la maison de votre défunte grand-mère.
Elle vous avait parlé de cette plante, mais n'en avait jamais trouvé pour vous en faire goûter. Et si vous partiez en quête de ces feuilles savoureuses et ouvriez votre propre salon de thé sur cette île, ce serait un bel hommage familial, vous pourriez y réunir vos voisins animaux et même vous découvrir un don pour mieux comprendre leurs émotions. Donc voilà, si vous le lisez ou si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que je l'ai vu aussi pas mal passer sur les réseaux sociaux. 28 jours ou l'éternité de Anouk Filippini, qui propose un jour une lettre, donc 28 jours, 28 lettres. Et il est pas mal passé sur les réseaux sociaux, c'est ça qui m'a décidé à l'acheter, à le lire. C'est un livre vraiment très très beau visuellement. Je vous montre un peu plus près. Chaque petite enveloppe a un très joli design. L'histoire parle de June qui arrive à Rome avec un secret enveloppé dans une boule de coton. Elle est là pour explorer une ville éternelle, mais pas seulement. June veut écrire 28 lettres, une pour chaque année de sa vie, ensuite elle partira. Mais Rome a une façon bien à elle de la ramener à la vie. Une ado qui a perdu son chat, une vieille dame inarrêtable, une logeuse au sourire communicatif, et puis Angelo, qui drague comme il respire, mais qui donne un nouveau sens au mot désir. Et si cette vie-là, elle pouvait la vivre? Je l'ai vraiment adoré et je vous le dis tout de suite, j'ai pas réussi à lire une enveloppe par jour. Il m'a fallu en lire plusieurs, ce qui fait que je l'ai lu en 4-5 jours tellement l'histoire me plaisait. Et ça me fait un petit peu penser à Jamais 203 dans la façon dont le personnage principal, ici June, a ce rapport, cette interaction avec la mort, sans que ça soit ultra pessimiste, ultra dark et dramatique. On plonge pas dans le pathos, mais comme dans Jamais 203, il y a cette récurrence du rapport à la mort qui revient régulièrement dans ce livre, que je vous conseille parce qu'il m'a plu autant que m'avait plu Jamais 203. Et j'ai terminé La révolte de la reine de Morgane Moncomble. Pas besoin de le présenter, il est passé, repassé sur les réseaux sociaux, tout le monde en a parlé. C'est ça qui m'a décidé à l'acheter. Et après, en voyant d'autres avis, certains ne l'aimaient pas trop parce que ils trouvaient qu'il y avait un peu trop de smut. Et donc je me suis dit, oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je suis pas une grande fan de smut. Donc je me suis dit, est-ce que je le lis, est-ce que je le lis pas? Étant donné que je l'ai acheté, je vais le lire, je l'ai lu, et à mon sens, il n'y a pas tant de smut que ça, et ça ne me choque pas, c'est bien amené, bien apporté, et pas non plus hyper détaillé. Je trouve que en comparaison avec, par exemple, la saga Dream Harbor et le Pumpkin Spice Café, les scènes de smut ici me choquent moins. C'est peut-être parce que j'associe davantage cette période de l'histoire à la décadence, la dépravation, entre guillemets. Et que donc ça me choque moins que dans le Pumpkin Spice Café où on avait une alternance de scènes cosy toutes douces avec des scènes de smut et où ça dénotait davantage. Après, je pense que c'est en 3 tomes, donc ici c'était le premier. Est-ce que je dirais les suivants? À voir, je suis pas sûre. S'ils sont aussi gros, puisqu'ici il fait quand même 572 pages, je sais pas. Je sais pas si je le lirai. Pour moi, l'histoire, voilà, se termine et peut très bien se terminer comme ça, sans qu'il y ait besoin d'avoir des tomes suivants. À voir ce dont ça parlera dans les prochains tomes, une fois qu'ils seront sortis. Si jamais vous n'avez jamais entendu parler de La révolte de la reine, je vous lis la 4e de couverture. 1788, Versailles. Acacia se voit endosser un rôle qu'elle aurait tout donné pour éviter, reine de France. Pour le peuple, elle incarne l'espoir d'un pays à bout de souffle. Pour la cour, celui d'une souveraine vouée à sécuriser le trône. Or, la jeune mariée se révèle tout sauf docile. Frivole, imprévisible et un brin rebelle, loin de l'exemplarité attendue d'elle, elle fascine autant qu'elle scandalise. Son époux, Alexandre d'Arc du Lys, est détesté par tous ses sujets. Devenu roi par défaut après la mort de son frère aîné, il règne sous la menace constante de ses ennemis et d'une maladie que beaucoup espèrent fatale. Acacia est pour lui une faiblesse de plus et une dangereuse tentation. Depuis leur rencontre, leur relation vire à l'affrontement. Pourtant, derrière les pics et les faux semblants, une attraction brûlante menace de tout faire basculer. Alors que la famine gronde en France et que la révolution approche, la reine devient une cible idéale. Acacia devra choisir, se plier au rôle qu'on lui impose ou continuer de défier les règles pour changer le cours de l'histoire, quitte à tout perdre, même l'homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Et donc voilà, je l'ai pas dit, mais à la lecture de ce résumé, on s'en doute que c'est une réécriture de la Révolution française avec Marie-Antoinette.
Je trouvais le point de vue intéressant aussi, et cette façon d'envisager l'histoire, de réécrire l'histoire, assez intéressante, sans que ça soit non plus hyper ancré dans la réalité, hyper ancré dans l'histoire. Et est-ce que ça pourrait être une sorte de dystopie, entre guillemets? Non, il y a à mon sens pas mal, enfin quelques anachronismes, des tournures de phrases qui correspondent pas du tout à l'époque, mais c'est pas grave. Si on lit comme un roman, comme une sorte d'idéalisation de l'histoire, ça passe sans problème. Et pour finir, que serait un bilan lecture de moi si je ne vous parlais pas du Chat du bibliothécaire? Est-ce que j'en ai lu un volume? Non. Est-ce que j'en ai lu 2 tomes? Non. J'en ai lu 3. J'ai lu 3 tomes, j'en ai 4, dont j'en ai passé un qui parlait de Noël, enfin qui se passait à Noël. Je l'ai sauté pour passer au tome suivant. Mais spoiler alerte, le tome sur Noël, je vais le lire au mois d'août. Je ne peux pas accepter d'avoir sauté un tome. Il y a un nouveau personnage qui apparaît, qui est un nouveau petit chat. Et donc ça m'a un petit peu perturbée, entre guillemets, dans ma lecture. Enfin, ça c'est plus l'excuse que je me trouve pour pouvoir lire ce 4e tome. J'aime toujours autant, je trouve ça toujours autant léger, agréable. C'est des cozy mystery, mais c'est bien écrit, c'est fluide, c'est dynamique, c'est drôle, il y a des situations cocasses, toujours en lien avec ce chat, ce Maine Coon géant d'une quinzaine de kilos, qui s'appelle Diesel, et dont je vous avais déjà parlé dans mes bilans lecture précédents. Et je vais pas me répéter, mais sinon, voilà, comme à chaque fois, moi je n'arrive pas à deviner qui est l'assassin. On est toujours dans la scène culturelle, littéraire de la petite ville imaginaire d'Athéna, mais à chaque fois, c'est exploité, exploré de manière différente, et ce qui fait que les histoires ne sont pas redondantes, les meurtres ne sont pas redondants, et on avance toujours avec autant de plaisir dans chacun des tomes différents. Et donc, comme à chaque fois, cette série est mon coup de cœur, et donc je vous le conseille bien évidemment. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous êtes aussi heureux et détendu que ce petit monsieur occupé à ronfler. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire quelles sont vos lectures du moment, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit pouce et à activer la cloche. À très bientôt pour une prochaine vidéo.